Bonsoir et bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Censurée, la loi punissant la contestation du génocide arménien a été jugée anticonstitutionnelle par les sages. Le gouvernement doit donc réviser sa copie. La Turquie se réjouit ce soir de cette décision. Il faut dire que cette loi avait sacrément refroidi les relations entre Paris et Ankara. Tandis que François Hollande poursuit son offensive sur les très grosses fortunes, s'attirant ainsi les faveurs de la gauche, Nicolas Sarkozy en meeting à Montpellier esquisse son projet pour l'école de demain, une école du respect et de la politesse, dit-il, avec à la clé la valorisation du salaire des professeurs qui travailleraient plus. Et sur le front des sondages, la tendance semble se confirmer, les deux favoris se rapprochent. C'est ce que révèle la 4e vague de notre sondage IFOP fiducial pour Public Sénat. Paris Match et Europe 1, on en parlera tout à l'heure. Et puis incertitude ce soir sur le sort de notre consoeur Edith Bouvier. La journaliste du Figaro n'aurait pas encore quitté la Syrie où elle a été blessée la semaine dernière. Elle n'a pas été évacuée par les ambulances du Croissant Rouge selon les informations du Figaro. Le président de la République est d'ailleurs revenu sur ses déclarations l'annonçant en sécurité au Liban. La prudence est donc de mise ce soir. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La loi adoptée le 23 janvier dernier et soutenue personnellement par Nicolas Sarkozy a donc été retoquée par les sages du Conseil constitutionnel. Il s'agit de la loi punissant la contestation des génocides, dont le génocide arménien. La Turquie en avait fait une affaire diplomatique et le pays se réjouit ce soir de cette censure. Le gouvernement français, lui, va donc revoir sa copie, Nathalie Guillouard. Les recours parlementaires ont finalement payé. Émanant d'horizons politiques divers, ils ont convaincu les sages du Conseil constitutionnel qui ont censuré le texte punissant la négation du génocide arménien. Au Sénat, le texte avait été adopté en janvier dernier. Jacques Mézard avait recueilli 77 signatures pour dénoncer ce texte. Cette décision nous paraît tout à fait logique. Elle est conforme aux principes généraux du droit français. Elle est importante parce qu'elle se réfère à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme sur la liberté d'opinion et d'expression, ce qui est un message tout à fait clair. Au Sénat toujours, Esther Benbassa, elle aussi, avait mené la charge contre cette proposition de loi. L'annonce de la nouvelle réjouit la sénatrice écologiste à un bémol près. La Turquie va se saisir de cette décision du Conseil constitutionnel pour dire victoire, vous voyez, il n'y a pas de génocide puisque le Conseil constitutionnel l'a rejeté. Ce n'est pas une victoire parce que cette loi aurait dû être faite par les Turcs eux-mêmes. La Turquie ce soir se réjouit de cette mesure. Une crise grave entre la France et la Turquie est ainsi évitée, souligne ce soir le vice-premier ministre turc. La censure du Conseil constitutionnel consterne les partisans du texte, en particulier à l'UMP. Beaucoup avaient craint que le Conseil constitutionnel ne remonte effectivement également à la loi de 2001 qui reconnaissait le génocide arménien, mais peut-être également à la loi de 90, la loi Guesso sur la Shoah. Donc le Conseil constitutionnel ne s'est saisi que effectivement du texte qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc pour moi c'est un peu surprenant parce que du coup la question reste entière. La réaction de Nicolas Sarkozy n'a pas tardé. Il a chargé le gouvernement de préparer un nouveau texte prenant en compte la décision de censure du Conseil constitutionnel. L'Élysée affirme mesurer l'immense déception et la profonde tristesse de ceux qui avaient accueilli avec espoir l'adoption de cette loi. Et notez justement ce soir la réaction de François Hollande qui est favorable à la loi. Le candidat socialiste dit comprendre la déception de tous ceux qui ont voulu voter cette loi. Et se projetant d'ores et déjà dans l'après-présidentielle, il ajoute « Nous reprendrons ce sujet dans l'apaisement, dans la tranquillité, mais aussi dans la sécurité juridique ». Dans l'actualité également ce soir, la situation confuse autour de la journaliste Edith Bouvier, grièvement blessée à la jambe. Son arrivée avait été annoncée au Liban ce matin par un responsable local. Nicolas Sarkozy s'était d'ailleurs dit soulagé par la fin de ce cauchemar. Mais selon les dernières informations qui nous parviennent, elle serait toujours en Syrie. Le Quai d'Orsay d'ailleurs se montre très prudent ce soir alors que plusieurs informations contradictoires circulent. Faustine Saint-Geniès. Incertitude au plus haut sommet de l'État. Après avoir confirmé son exfiltration de Syrie, Nicolas Sarkozy est revenu sur ses déclarations. La journaliste française Edith Bouvier ne serait pas au Liban.
J'aimerais tant pouvoir vous dire qu'elle se fait soigner, qu'elle est en liberté, qu'elle est en sécurité. Malheureusement, à la minute précise où je vous parle, après avoir fait un point très précis, je ne peux pas le confirmer. Une information également démentie par le journal Le Figaro, où travaille la reporter. Ce qui est sûr, c'est que le photographe britannique Paul Conroy est, lui, arrivé à Beyrouth. Il a fui Homs à moto. Selon des sources libanaises, le Croissant Rouge et la Croix-Rouge ont participé aux négociations pour le faire évacuer. La journaliste du Figaro avait été grièvement blessée dans un bombardement à Homs la semaine dernière. Elle demandait de l'aide dans une vidéo postée sur Internet. Un thème par semaine dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Et cette semaine, l'éducation est à l'honneur. En meeting à Montpellier, le président candidat a esquissé son projet pour l'école de demain, une école du respect et de la politesse, dit-il. Et il a fait une proposition ce soir, 25% de salaire en plus aux professeurs qui feraient 26 heures de cours par semaine sur la base du volontariat. On l'écoute. Bon, aujourd'hui, les enseignants ne sont pas assez présents dans les collèges et les lycées, en dehors des heures de classe. Je propose que désormais, tout enseignant qui voudra travailler davantage puisse le faire avec 26 heures de présence dans l'établissement au lieu de 18 heures de cours aujourd'hui, avec en contrepartie une augmentation de son traitement de 25%, soit près de 500 € par mois. Et toujours sur ce thème de l'éducation, l'entourage de Nicolas Sarkozy précise ce soir que les professeurs des écoles seront exonérés de la règle du 1 sur 2 partant à la retraite. Voilà, autre précision donc sur ce thème. Autre proposition à présent, hier soir, celle du candidat socialiste qui a fait beaucoup de bruit. François Hollande propose de taxer à 75% les revenus annuels supérieurs à 1 million d'euros. Nicolas Sarkozy dénonce l'amateurisme de son adversaire. Autre réaction, celle de François Bayrou et Marine Le Pen. On les écoute. Je crois que c'est Audiard qui avait une phrase qui est un peu rude, il disait « le déconomètre fonctionne à plein tube ». Le but n'est pas de régler les problèmes économiques dans l'esprit de M. Hollande, mais de lancer un signal à la gauche de la gauche en recréant cette lutte des classes auxquelles ils tiennent tant. Mais non, ce qu'il faut en revanche, c'est ne pas permettre aux entreprises qui versent des salaires aussi importants de les déduire de leurs résultats. Voilà pour les réactions, l'analyse. À présent, c'est avec Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors, il y a eu un peu de cafouillage hier, notamment de la part de Jérôme Cahuzac sur cette proposition. Qu'en est-il aujourd'hui, Jean-Louis, surtout sur les chiffres ? Alors quand vous parlez de Jérôme Cahuzac, ça tombe très bien, parce que lorsqu'il y a eu un débat sur la fiscalité au sein du Parti socialiste au moment de la venue de la candidature de M. Hollande, Jérôme Cahuzac, rappelez-vous, il était venu le dire ici, il était pour un taux de fiscalisation de 60% pour les revenus au-dessus d'1 million d'euros. Et la proposition a été rejetée par François Hollande. Madame Aubry était sur 50%, c'est pour vous dire qu'on ne tâtonne pas d'aujourd'hui. Et voilà donc cette proposition de M. Hollande d'ailleurs est partie sur 45% pour des revenus au-dessus de 150 000 euros. Et voilà cette proposition maintenant, donc on pense que ça va être la définitive, 75% au-dessus d'1 million d'euros. Alors on est toujours un peu dans le cafouillage parce qu'on ne sait pas très bien combien ça représente de personnes. Certains membres du Parti socialiste vous diront ça ne concerne que 3 000 personnes, d'autres vous parlent de 30 000. Au syndicat national unifié des impôts, on vous dit en fait ça va faire 20 000, retenons ce chiffre, ça vous fait une recette supplémentaire de l'ordre de 250 millions d'euros par an pour le budget. Donc c'est pas extraordinaire en termes de masse récoltée. Monsieur Hollande dit j'ai pris conscience qu'il y avait un problème en apprenant la hausse des salaires des patrons du CAC 40 qui se sont augmentés l'année dernière de 35%. On en doute un peu parce que ça fait longtemps qu'on parle de ces fameux salaires des patrons. C'est un marronnier, on en parle voilà, chaque année, oui. C'est un dans marronnier. nos journaux. Donc, on peut penser qu'il a voulu donner un nouveau souffle à sa campagne, refaire le coup du Bourget, en quelque sorte, en se marquant à gauche. Et puis, de toute façon, est-ce que les principaux collaborateurs de M. Sarkozy connaissent les mesures de M. Sarkozy avant qu'il les annonce à la télévision? Certainement. Donc on retiendra de tout ça qu'il y a peut-être une petite part de Sarkozy à l'intérieur de M. Hollande. La droite, Jean-Louis, crie au matraquage fiscal. Est-ce que c'est le cas? Alors, évidemment, pour celui qui paye, c'est un matraquage fiscal et il va payer quand même
pas mal de plus. Il faut rappeler d'abord qu'en France, le taux maximum de fiscalité a été de 65% lorsque la gauche est arrivée la première fois au pouvoir en 1981, on l'a porté à 65%, puis ça a baissé progressivement. Quand Ronald Reagan est arrivé au pouvoir aux États-Unis, la tranche maximum était à 75%. Donc les 75% ne sont pas quelque chose de considérable. Cela dit, aujourd'hui en Europe, en Allemagne, on est à 45%, au Royaume-Uni, on est à 50%, donc la France serait au maximum de la fiscalisation des revenus. D'autant plus qu'il faut raccorder ça avec d'autres dispositions dans le programme de M. Hollande, puisqu'il intégrera dans les revenus l'ensemble des revenus du capital, c'est-à-dire les intérêts, les dividendes et les plus-values. Donc ça commence à faire beaucoup. Il n'y aura plus de prélèvements libératoires. Tout sera mis à l'intérieur de l'IRPP, puisqu'il dit qu'il faut taxer tous les revenus comme les revenus du travail, les revenus salariaux. Donc ça fait beaucoup. Si vous ajoutez à cela la remise en cause de la réforme de l'ISF qu'a organisé M. Sarkozy, la baisse du plafond pour le calcul du quotient familial, la baisse du plafonnement des niches fiscales, ça fait beaucoup d'argent. J'ai fait un petit calcul. Pour quelqu'un qui gagne plus d'1 million d'euros, 1,5 million, ça va lui faire une augmentation de 30% de ses impôts. Pour quelqu'un qui est à 4 millions d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent, on est vraiment là, vraiment dans le top du CAC 40, ça va faire une augmentation de 60%. Et pour quelqu'un qui gagne à peu près 1,5 million d'impôts, de revenus, ça va lui faire 650 000 euros d'impôts. Donc, est-ce que c'est un matraquage? Il va vous dire oui, bien entendu, et bien sûr qu'ils peuvent payer, mais ils ne veulent pas payer. C'est ça le grand problème. Et dans un mouvement de libéralisation des capitaux au sein de l'Europe, le problème de la délocalisation fiscale se pose. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. La suite du 22h. Et il est arrivé très tôt ce matin. Il a assisté à la traite des vaches. Il a posé aux côtés de l'une d'entre elles, d'ailleurs prénommée Audacieuse. Il a mangé des pruneaux. Il a serré beaucoup de mains. François Hollande est resté en tout près de 12 heures au salon de l'agriculture. Mais le candidat socialiste assure ne pas être en compétition avec un autre illustre corrézien, Jacques Chirac, bien sûr, inlassable arpenteur des allées du salon. On parle de tout ça dans un instant avec notre invité José Bové, mais d'abord, les faits avec Bérengère Danglas. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et c'est un vrai Chiracien qui vous le dit. Il a choisi de se lever à l'aube pour assister à la traite. Cette année, François Hollande a voulu se montrer aussi endurant que son prédécesseur corrézien Jacques Chirac. Il a même prévu de parcourir tous les halls du salon. Mais pour cet éleveur, il est déjà trop tard. Ce que je pense, c'est qu'il aurait mieux fait de passer 2 heures au salon les années précédentes. Là, il me semble qu'il rattrape son retard. Car si dans les allées, certains supporters sont bien là pour encourager le candidat socialiste, François Hollande se refuse de parler d'une visite électoraliste. Nous sommes une grande agriculture. C'est un grand pays avec toute sa diversité. Donc moi j'essaye d'être à la hauteur de ce que l'agriculture française exige du prochain président de la République. Le candidat promet plus de protection par rapport à la concurrence étrangère, une politique agricole commune forte et de réorienter les aides en faveur de l'emploi. Mais du côté des agriculteurs, malgré les propositions, c'est plutôt la désillusion qui domine. Que ce soit un candidat ou un autre, c'est toujours le même résultat. Il y a des promesses, ils veulent se faire élire et après elles ne sont pas tenues. Frédéric Meunier s'est installé en Haute-Vienne l'an dernier comme éleveur de porcs noirs. Pour lui, c'est même tout le système qui est à revoir. Ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne un petit peu en arrière, que les aides qu'ils nous donnent soient plutôt retransmises sur un prix de revient plus important sur nos animaux. Et on aurait aussi, de par ce fait, une meilleure reconnaissance au niveau du consommateur. Souriant, attentif, endurant, François Hollande avait aujourd'hui beaucoup de supporters parmi les badauds. Pour les agriculteurs, c'est une autre histoire. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Dans un instant, interview à suivre avec José Bové. Bonsoir, bienvenue à vous. Député européen, Europe Écologie Les Verts. Nous parlerons évidemment agriculture. Et puis aussi de la PAC avec ce livre, Changeons de cap, changeons de PAC. Dans un instant, d'abord, l'analyse de sondage avec le directeur général adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. C'est la 4e vague ce soir de notre sondage. IFOP, fiducial pour Public Sénat, Paris Match Europe 1. Et on va constater, on va le voir sur nos panneaux, une tendance. Ça se resserre, Frédéric, en tous les cas entre les deux favoris au premier tour. Est-ce qu'on peut parler d'une bipolarisation?
Oui, c'est clair qu'on peut parler de bipolarisation. On a une offre électorale qui s'est relativement éclaircie. On a maintenant 2 candidats bien installés en tête. Jamais l'écart entre le deuxième, Nicolas Sarkozy, et la troisième, Marine Le Pen, a été aussi forte. Souvenez-vous, Sonia, quand on a commencé ce baromètre, il n'y avait que 4 points entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Donc on a ce phénomène de bipolarisation qui assèche l'espace électoral de beaucoup de candidats. 5 candidats sont entre 0 et 1. Eva Joly est à 3%. Et puis, cette bipolarisation empêche ceux qui voulaient troubler le jeu, Marine Le Pen, François Bayrou, d'enclencher une dynamique. Marine Le Pen est en baisse pour la 3e fois consécutive. Elle a un niveau quand même élevé. Et François Bayrou, après son entrée en campagne réussie, reste stable. Il y a un petit mouvement du côté de Jean-Luc Mélenchon, du côté de la gauche, qui lui a réussi à occuper un espace, celui de l'extrême gauche. Il a préempté l'espace de la gauche radicale, de la gauche. Un mot aussi sur les 2 favoris. Qu'est-ce qui profite à Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est sa propre dynamique ou est-ce que c'est le désistement des 3 petits candidats, Boutin, Morin et puis Nious? C'est ça, c'est un petit peu les deux. Déjà, il faut dire que François Hollande reste en tête. On est toujours sur une exception sous la Ve République de voir un président sortant challenger, devancé par le candidat qui aspire à l'alternance. Nicolas Sarkozy progresse quand même de 2 points. Vous l'avez dit, Sonia, d'une part, il profite du ralliement de 3 petits candidats. Ça crée une petite dynamique. Il continue à labourer son socle électoral. Il est à un niveau très élevé auprès des personnes âgées de 65 ans et plus, auprès des artisans et des commerçants. Je vois un point encourageant pour lui. On s'était dit il y a quelques semaines, on avait parlé de sa faiblesse dans la France du travail. Et là, pour la première fois, dans quelques segments constituant cette France du travail, les personnes âgées de 35 à 49 ans, les cadres supérieurs et les professions libérales, chez les salariés du secteur privé, il connaît une petite progression. Il est quand même en deçà de son score du 22 avril 2007. Et puis ce mouvement, ce rapprochement que l'on constate au premier tour ne se traduit absolument pas au second tour. José Bové, une question avant de commencer l'interview. Ça vous surprend, ce rapprochement, cette dynamique qu'il a enclenchée? Ou c'était... Moi, ce qui m'étonnait, c'était l'écart aussi important au premier tour. C'est vrai qu'il ne pouvait pas tenir cet écart à partir du moment où Nicolas Sarkozy rentrait dans l'arène. C'était évident que l'écart allait se resserrer. Donc on verra bien, mais on voit bien qu'il y a une évolution qui est assez normale. On n'est pas encore au croisement des 2 candidats. Si croisement il y aura follement, il n'y a pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a une stabilisation qui me paraît complètement normale. Ce qui est regrettable, malgré tout, c'est cette bipolarisation. Mais c'est le modèle dans lequel on est quand même depuis assez longtemps. Et en France, on a du mal à faire vivre une véritable démocratie parce que tout est tellement sur cette élection présidentielle. Je pense que, écoutez, là, je crois qu'on a un vrai souci sur la représentation à l'Assemblée nationale. C'est vrai que la question de la proportionnelle qui a alimenté le débat il y a quelques jours et la semaine passée est un vrai problème de fond. Alors, on verra bien, il y a des engagements qui ont été pris par François Hollande et Nicolas Sarkozy, mais le problème c'est que Nicolas Sarkozy, s'il était réélu, le Sénat, évidemment, étant basculé à gauche, il aura du mal à avoir une majorité. Est-ce que François Hollande, ayant les 2 assemblées, si il gagne aussi les législatives, là, il n'aura jamais été dans une telle situation. Donc là, ça serait une responsabilité lourde et c'est pour ça que cet engagement... Tous les pouvoirs à la gauche, le Sénat, c'est le problème après. C'est que quand tu as tous les pouvoirs, eh ben, tu dois assumer. Hein. Ah oui. C'est jamais vu sous la Ve République, bien sûr. Première, on aura beaucoup eu de premières cette année. Frédéric Dabi, sur la candidate Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, est-ce qu'il y a une stabilisation autour de 3%? Voilà, elle reste autour de 3%. Alors, bien sûr, si l'on compare au score excellent recueilli par Europe Écologie Les Verts aux élections européennes, 16%, aux élections régionales 12%, c'est bien sûr décevant, mais la présidentielle c'est une élection à part. On l'a vu, il y a ce phénomène de bipolarisation, il y a ce phénomène de vote utile qui fait que les sympathisants de gauche veulent tellement l'alternance que le réceptacle de l'alternance, celui qui peut le plus incarner l'alternance et battre Nicolas Sarkozy, c'est le candidat François Hollande. On a posé une question spécifique dans cette enquête auprès des 56,5% des Français qui choisissaient François Hollande. Est-ce que c'est un vote d'adhésion, un vote pour faire battre Nicolas Sarkozy? 68% d'entre eux disent c'est pour battre Nicolas Sarkozy. José Bové, pour vous, ça doit être un référendum anti-Sarkozy, cette élection? Écoutez, en tout cas, c'est pas à moi de le décider, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, les électeurs d'Europe Écologie, ceux qui avaient voté au régional, aux européennes, c'était beaucoup plus important, mais au régional, tout montre que ces électeurs
sont des électeurs stratèges et qu'ils se rabattent sur le vote utile. Et donc c'est vrai qu'on a... C'est une belle victoire si on gagne parce que c'est l'anti, parce qu'on rejette quelque chose, Écoutez, par adhésion. Écoutez, le problème c'est que d'abord il faut rejeter, ça c'est le vote de la présidentielle. Et à mon avis, ce qui marquera véritablement, dans un deuxième temps, c'est l'élection de l'Assemblée nationale. Parce qu'une véritable politique, une dynamique collective, elle se lancera à partir du moment où il y aura une Assemblée nationale qui, effectivement, pourra mener une politique. Lorsqu'on leur pose la question sur la campagne d'Eva Joly aux écologistes qu'on reçoit souvent sur ce plateau, ils font mine de dire que tout va bien ou que tout va aller mieux. Est-ce qu'on peut attendre de la sincérité, de la vérité de votre part? Oui, non, écoutez, moi, je vais pas... Qu'est-ce qui coince vraiment? Écoutez, moi je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes qui coincent. C'est vrai que le départ, il y a eu du cafouillage, pas un peu, du cafouillage avec une ligne qui n'était pas claire. La question de l'écologie n'était pas au cœur, et ça c'est un vrai problème. Et puis il y a eu aussi un vrai matraquage sur la personnalité d'Eva Joly. Ça c'est important parce que j'ai lu justement et on dit que les journalistes font du Eva bashing, c'est-à-dire qu'on l'a... Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est de la faute des médias? Moi je dis pas que c'est la faute des médias, mais c'est vrai qu'il y a une dynamique. Après, à un moment quand on est dans une spirale descendante, on va jusqu'au bout de la spirale. Vous connaissez bien la théorie des 3 L dans le journalisme, hein. Je lèche, je largue, je lâche, je largue. Et donc on est dans cette... Est-ce qu'on aura le temps de remonter après ces 3 L? Moi je sens qu'effectivement, peut-être que les choses peuvent bouger. Mais d'abord, la première responsabilité, c'est la nôtre. Il faut l'assumer. Oui, sur ce sujet, Daniel Cohn-Bendit se sent politiquement apatride. Rien dans la campagne d'Eva Joly ne trouve grâce à ses yeux. Est-ce que vous le trouvez sévère ou réaliste? En général, Dany dit toujours ce qu'il pense. Et c'est vrai que dès le départ, Dany regrettait qu'on ait un candidat à l'élection présidentielle en disant c'est pas l'élection des écologistes. Il a regretté avant vous. Alors le problème qu'il a, c'est qu'après, il nous a dit qu'il aurait bien aimé peut-être participer aux primaires du Parti Socialiste. Pourquoi pas? La réalité, c'est que c'est une élection qui est compliquée parce que c'est pas une élection où on choisit réellement même au premier tour. Donc il peut y avoir un vote de rejet ou un vote protestataire. Je dirais que c'est dans ce camp-là que je mettrais le vote Mélenchon, qui a été capable, qui n'a pas réuni le vote de l'extrême gauche aux dernières élections, où on avait une extrême gauche qui était à plus de 10%, là on est à 8 et quelques, donc on est sur ce cadre-là, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. Moi, Vous y croyez encore? Ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, sachant que les électeurs sont stratèges, ceux qui diront, bon, ça y est, Nicolas Sarkozy est parti, pour les élections législatives se diront, maintenant on veut choisir nos candidats. Alors, au Salon de l'Agriculture, tout le monde se bouscule. C'est une année particulière, une année électorale. Est-ce que c'est du cinéma, de l'affichage selon vous? Est-ce que tous les candidats vraiment prêtent attention à ce que leur disent les agriculteurs, les éleveurs, etc.? En tout cas, moi, je trouve que ce qui est assez intéressant, et que ça me fait sourire un peu, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un candidat qui ne peut pas ne pas aller au Salon de l'Agriculture. C'est pas possible. C'est obligatoire. En même temps, c'est un peu plus de 8% de l'électorat. L'électorat agricole, les retraités de l'agriculture, c'est considérable. Donc tout ça représente, et plus les salariés et les aides familiaux, tout ça, ça représente effectivement un corps électoral important. Et on se dit effectivement, si les choses peuvent bouger dans ce corps électoral, ça vaut la peine d'aller passer une journée au salon. Je pense que c'est quand même beaucoup ça. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout qu'on puisse avoir un débat. Alors le problème, c'est que le débat, il est très court. Sur la PAC, on le voit bien que le débat sur l'agriculture est vraiment très réduit. On a quelques petites phrases, mais on ne peut pas dire que véritablement la question de l'agriculture et de l'alimentation soit au cœur de cette campagne. L'éclairage justement de Frédéric Dabi sur le vote agricole, plutôt conservateur, à qui à la droite? Alors c'est un vote de droite. On a vu une sorte de rééquilibrage par rapport à ce que l'on mesurait en 2007. Nicolas Sarkozy fait un score équivalent à ce qu'il faisait en 2007, 40% d'intention de vote au premier tour dans l'enquête IFOP fiduciale. François Hollande fait mieux que ce que faisait Ségolène Royal. Il y a une percée du vote Marine Le Pen. Le perdant, si je puis dire, c'est François Bayrou, qui passe de 26% de vote au premier tour à 16%. Bizarrement, lui qui se dit paysan par ses racines, par tout ce qu'il représente. Il est tout à fait paysan. C'est une manière de se présenter pour montrer qu'il est proche du terroir, proche des Français, qu'il est en rupture avec la figure traditionnelle du personnel politique. Mais on est quand même sur un segment électoral où depuis 2009, Nicolas Sarkozy a repris des couleurs. Donc José Bové, s'il a repris des couleurs, c'est que le bilan de son quinquennat dans ce domaine-là n'est pas si mauvais. D'ailleurs, François Fillon estime que la politique du gouvernement donne ses fruits, notamment pour l'élevage sorti de la crise, dit-il. C'est le cas?
On se rappelle quand même, au moins ceux qui suivent ces questions-là, qu'on a eu quand même depuis le début du septennat de Nicolas Sarkozy des fluctuations sur les prix des céréales. Je sais que vous voulez dire qu'il reste longtemps, voilà. alors si vous dites ça. Ah là là, quinquennat, j'ai fait la bourde, c'est bon. Non, depuis le début, on a eu la crise sur les céréales avec des yo-yo terribles au niveau international, sur le lait des yo-yo terribles, sur la viande des augmentations des coûts de production. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, mais c'est pas la faute de Nicolas Sarkozy ni de Bruno Le Maire, c'est qu'il y a une réalité d'instabilité des marchés et la politique agricole européenne n'a pas les outils aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait une régulation sur les cours des marchés. Donc voilà, en attendant, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je le redis, la façon dont Bruno Le Maire se défend aujourd'hui à Bruxelles, c'est une façon, je dirais, tout à fait honnête et correcte, et quelqu'un qui fait le job et qui essaye de défendre vraiment l'intérêt de l'agriculture. C'est bien de le reconnaître. Non, mais attendez, moi j'ai aucun souci avec ça. Moi je discute souvent avec lui, aussi bien qu'avec les députés UMP qui sont avec moi à Strasbourg, et on peut aussi mener des choses ensemble. Je voudrais finir aussi en présentant ce livre, votre livre, José Bové, avec Gilles Luneau, Changeons de cap, changeons de PAC. PAC, la politique agricole commune, est-ce qu'elle existe encore? Ah oui, elle existe encore. C'est quand même encore. C'était le soutien des prix agricoles, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? C'est 43% quand même du budget européen. Oui. Donc c'est chaque citoyen européen. Son esprit. Écoutez, l'esprit, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin effectivement de lui redonner du sens. Parce qu'aujourd'hui, la légitimité de la PAC, c'est d'abord les citoyens qui doivent la donner, puisqu'ils la payent avec leurs impôts. Chaque citoyen donne 100 € pour la PAC tous les ans. Donc ils ont envie, aujourd'hui envie, d'avoir une sécurité alimentaire, d'avoir une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, qui fasse des produits de qualité et qui ne fasse pas de dumping sur les agricultures du Sud. Donc il y a un objectif qui est large et c'est cela aujourd'hui que veulent les citoyens. Les paysans, eux, ce qu'ils demandent, c'est de vivre de leur travail. Ça a été dit dans votre reportage. Ils veulent que leurs revenus soient liés à la vente de leurs produits et pas aux aides. C'est tout ça l'enjeu du débat. C'est donner du sens. Merci beaucoup, José Bové, d'avoir été notre invité. Merci, Frédéric Dabi, pour cette analyse. À très bientôt. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Après l'Assemblée, le Sénat dit oui au mécanisme européen de stabilité. Un texte adopté avec 168 voix pour. L'UMP et l'Union centriste ont pu s'imposer grâce à l'abstention de la majorité socialiste. Le texte entrera en vigueur en juillet prochain. Ce fonds de 500 milliards d'euros vise à aider les pays de la zone euro en difficulté. À son arrivée au Sénat, François Bayrou a le sourire. Et il a de quoi. Une vingtaine de sénateurs centristes a promis de lancer un appel à voter en sa faveur. C'est un réseau de soutien qui est en train de se constituer, renforcer et qui est pour moi très précieux. Objectif donc de sa venue au Palais du Luxembourg ce matin, montrer qu'il n'est pas un candidat isolé. Avant même d'être votée, la loi sur le service minimum dans l'aérien a du plomb dans l'aile. Petit arrangement entre les syndicats et la direction d'Air France, un accord a été signé sur les plannings des pilotes. Il torpille en partie la proposition de loi sur le service garanti. Désormais, un pilote gréviste ne pourra plus être remplacé à la guise du transporteur. Un petit moment de tranquillité avant la cohue des journalistes. Ils étaient une centaine venus accueillir The Artist à Roissy. Jean Dujardin, Oscar du meilleur acteur, n'a fait aucune déclaration. Il ne souhaite désormais qu'une chose, une petite semaine de repos à la montagne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, l'émission Politique, preuve par 3, présentée par Michel Grossier et Perrine Tarnot. Invité ce soir Brice Hortefeux. Et puis rendez-vous demain à 22h avec plaisir, j'espère.
Bonsoir, Brice Hortefeux est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir, Brice Hortefeux. Bonsoir. Proche de Nicolas Sarkozy, ancien ministre en charge de l'intérieur et également de l'immigration, on y reviendra. Et puis en charge de la cellule riposte de l'UMP. Vous nous direz comment vous voyez la situation à un peu plus de 50 jours maintenant du premier tour de la présidentielle. Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse, notre partenaire, et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindront tout à l'heure. D'abord, Brice Hortefeux, si je vous demandais pour votre pronostic, Nicolas Sarkozy, il a une chance sur combien d'être réélu selon vous? Alors, on n'est pas dans le domaine des pronostics. Si vous me demandez mon souhait, naturellement, je souhaite le succès de Nicolas Sarkozy, mais peut-être en allant un petit peu plus loin. Pas par amitié, pas par affection, pas parce que j'ai été pendant plusieurs années son ministre, mais parce que je pense vraiment sincèrement, profondément, que dans la crise, face à la crise que nous connaissons, que nous traversons, nous avons besoin, selon une expression peut-être un peu trop utilisée ou usée, mais qui correspond néanmoins à la réalité, on a besoin d'un capitaine à la barre. Et la période actuelle le nécessite encore plus fortement. Est-ce que François Hollande peut être battu? Quand vous regardez les sondages, il y a, c'est vrai, des courbes qui se resserrent pour le premier tour, mais l'avantage du candidat socialiste est majeur pour le second. Et puis il y a un rejet massif toujours dans l'opinion de Nicolas Sarkozy. Enfin ça, c'est vous qui le dites. C'est les sondages, c'est pas moi. Non, les sondages, vous évoquez les enquêtes d'opinion, vous savez, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. C'était des photographies de l'instantané, c'est ça la réalité, mais il y a aussi un deuxième enseignement à tirer, ce sont les tendances, les évolutions, et c'est vrai qu'il y a une évolution qui est positive pour Nicolas Sarkozy. C'est pas une évolution comme ça qui tombe du ciel, c'est parce que il y a une prise de conscience croissante de nos compatriotes que pour exercer ces fonctions si importantes, si lourdes dans la cinquième puissance du monde, eh bien il faut des qualités, d'expérience, des qualités de cohérence, des qualités de persévérance qui sont, à mon avis, assez peu celles correspondant au portrait de François Hollande. Bon, alors en tous les cas, on verra tout à l'heure avec Frédéric Dumoulin quelle est la suite de la stratégie qui est mise en œuvre par l'Élysée, qui, semble-t-il, a réussi à installer ce match à deux pour cette présidentielle. Le chef de l'État qui s'était fortement impliqué pour la loi pénalisant la négation du génocide arménien. Or, le Conseil constitutionnel vient donc de censurer ce texte au nom de la liberté d'expression. Comment est-ce que vous ressentez ce camouflet pour le chef de l'État? Oui, écoutez, n'utilisons pas des grands mots. D'abord, la décision du Conseil constitutionnel, comme elle est tombée il y a quelques minutes, je n'ai pas pu en voir le détail, mais j'en ai compris l'esprit. Oui. Bon, il faut en prendre acte, premier élément. Deuxième élément, le président de la République a indiqué qu'il aura l'occasion de se rencontrer prochainement les responsables de la communauté arménienne, et il a chargé française, et il a chargé les responsables de la communauté arménienne France, et il a chargé le gouvernement de préparer, comme il l'avait d'ailleurs dit, de manière très calme, très sereine, il y a déjà plusieurs semaines, de préparer un texte tenant compte des éléments qui ont conduit à la décision du Conseil constitutionnel. Sachant que tous les camps sont divisés, et même il y a de grandes éminences à l'UMP, Brice Hortefeux, qui étaient contre, je pense notamment à Alain Juppé. Oui, écoutez, moi je n'aurais pas saisi honnêtement le Conseil constitutionnel.